Donc bonjour, et je suis censé vous parler de l'éthique en entreprise. Je dirais que dans la conception générale, éthique et entreprise sont deux termes qui sont quasiment en opposition. Je crois que c'est une erreur, je crois qu'il faut qu'ils se conjuguent, et je vais essayer de vous parler un peu de ça. Alors, l'éthique, c'est un sujet toujours présent. Là, ce sont des vieilles planches, parce que ça a été préparé il y a longtemps, pour en mettre des nouvelles. On voit sans arrêt, dans la presse en particulier, des mises en question de l'éthique des entreprises ou d'ailleurs des gouvernements également. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu dire que l'éthique, c'est difficile à définir. Je vais prendre une définition très simple. C'est un mode de comportement qui est fondé sur un ensemble de valeurs morales et qui conduit à la mise en application de principes d'action. Et comme on parle d'entreprise, ça, c'est dans le cadre professionnel de l'entreprise. Je répète ce qui a été dit tout à l'heure, l'éthique concerne l'individu. C'est un peu une erreur de parler de l'éthique d'une entreprise, mais de l'éthique dans l'entreprise. Et l'éthique se fonde donc sur le comportement individuel des membres de l'entreprise. Je vais essayer de faire une petite définition de l'entreprise, vous m'excuserez, c'est très simple. Entreprise, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est créé par des gens qui apportent l'argent. En général, on les appelle actionnaires. Que font les actionnaires? Ils vont chercher des dirigeants parce qu'ils ne sont pas toujours capables de faire tourner leur entreprise. Et les dirigeants embauchent des salariés, parce qu'en général, dans une entreprise, on a besoin de salariés pour satisfaire les besoins des clients. Alors, beaucoup d'entreprises sont des entreprises qui achètent quelque chose pour le transformer. Donc, il y a également des fournisseurs. Tout ça, c'est dans un environnement où il y a des compétiteurs, et c'est important, la compétition. Et ça se place dans des pays qui ont leur mot à dire dans ce que fait l'entreprise. Et enfin, dans la société civile. Et dans le fond, le rôle de l'entreprise, c'est d'essayer de trouver une situation qui permette de satisfaire toutes les parties prenantes. Il est bien évident que pour les clients, leur souhait est d'obtenir le produit qu'ils veulent pour le moins cher possible. Pour les fournisseurs, c'est de le vendre le plus cher possible à l'entreprise. Si ça tourne comme ça, l'entreprise, elle ne fait pas de profit et elle disparaît. Donc on voit bien qu'il y a là déjà une problématique, un équilibre à trouver. Les pays d'implantation, elles souhaitent bien sûr que l'emploi se développe et elles souhaitent également, pouvoir toucher des impôts. Donc pour ça, il faut que l'entreprise fasse des profits. La société civile, elle regarde ce que fait l'entreprise et c'est là qu'il y a un changement très important ces derniers temps, disons dans les 30 dernières années, des relations entre la société civile et les entreprises. Bon, les compétiteurs, évidemment, ils essaient de produire la même chose et de prendre les marchés. Alors, au niveau de l'éthique, de business ethics, il faut se souvenir qu'il y a eu deux écoles de pensée. La première est l'école dite de Chicago, de Milton Friedman, qui dit que, je lis, « Peu de courants sont plus dangereux pour le fondement de nos sociétés libres que de donner à la responsabilité sociale un autre contenu que le service prioritaire des intérêts de l'actionnaire. » Ça veut dire que parmi tous les acteurs qui étaient tout à l'heure sur mon tableau, cette école dit le plus important, c'est la satisfaction de l'actionnaire. La seconde école, qui est plus récente, et qui correspond plus d'ailleurs aux positions françaises, c'est la business ethics d'Archie Carroll, qui dit « Au sommet des priorités de l'entreprise doit figurer la responsabilité générale vis-à-vis de la société. Cette approche ne coûte pas, mais rapporte en réputation, réduit le risque et répond aux attentes sociétales. » Inutile de dire qu'actuellement, et en particulier suite à la crise financière que nous vivons, la première école, on n'en parle plus, et on ne parle plus que de la seconde. Mais il faut savoir que la première a existé, et dans le fond, les réactions qu'on voit actuellement aux États-Unis quant aux encadrements des bonus et autre chose du même tabac, c'est bien la preuve que l'école de Milton Friedman a encore une influence. Alors, tout ça se place dans un environnement, l'entreprise est obligée de tenir compte de son environnement.
Cet environnement, je l'ai qualifié de chaotique. Pourquoi chaotique? Parce qu'actuellement, il y a un nombre d'incertitudes considérables et dans le fond, peu d'éléments solides auxquels se raccrocher. Il est chaotique au style de l'environnement économique, la mondialisation apporte bien sûr des problèmes. Le monde financier impose aux entreprises une vision à court terme, qui est en complète opposition avec les cycles longs de l'industrie. Les salariés sont dans un environnement sociologique qui est en rupture avec le passé. Je crois qu'il faut insister sur ce phénomène de rupture. Les jeunes qui sont dans cette salle ne travailleront pas dans le monde dans lequel moi j'ai travaillé et dans lequel un certain nombre des personnes qui sont ici ont travaillé. Ils n'auront pas les certitudes qui existaient à l'époque. Et enfin, il y a des contraintes sociales et environnementales très fortes. Alors, pourquoi ce constat? Parce que l'entreprise est devenue un acteur incontournable du système social. Et le terme social est important là-dedans. L'entreprise n'est plus uniquement une machine à gagner de l'argent. Elle se place dans une morale et il y a une vision historique. On peut dire que chaque entreprise a sa culture et sa culture intervient bien sûr dans l'éthique qu'elle met en place. Alors, on a ensuite le thème qui est le thème primordial actuellement, dont M. Rudnianski a parlé tout à l'heure, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Cette responsabilité sociétale, c'est la contribution de l'entreprise au développement durable. Développement durable dans tous ces éléments, c'est-à-dire environnement, sociaux et sociétaux et économiques. Il serait dommage de limiter le terme développement durable à la protection de l'environnement. Ce n'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça. Et enfin, tout ça, l'entreprise doit faire, bien sûr, y faire attention dans la mesure où c'est lié à ses activités, où c'est engendré par celles-ci. Elle ne doit pas perdre de vue sa rentabilité économique, car malheureusement ou heureusement, une entreprise qui n'a pas de rentabilité économique est vouée à disparaître, donc ce n'est quand même pas l'objectif. Et en particulier, quand on parle de responsabilité sociétale, il y a maintenir l'emploi. Donc la responsabilité sociétale d'entreprise, elle fait partie du cœur d'activité de l'entreprise. Et la question, c'est de savoir comment se placer vis-à-vis de cette responsabilité sociétale. Et il y a un outil qui a été mis en place récemment, c'est de l'anglais, Shareholders Relationship Management, qui est appliqué dans un certain nombre de sites depuis fin 2007 et qui permet à chaque site de piloter son risque sociétal, de vérifier que ses pratiques managériales sont à la hauteur des enjeux sociétaux du site et de structurer son plan d'action sociétal de façon méthodique, avec cartographie des parties prenantes, interrogation régulière des parties prenantes, mise en place de structures de dialogue, c'est-à-dire une ouverture de l'entreprise sur son environnement. Bon, ce contexte, c'est parce qu'il n'y avait pas de traçabilité de la connaissance sociétale d'un site. Beaucoup trop de questions remontaient, n'étaient pas traitées au niveau où elles auraient dû être traitées, et les actions sociétales bâties sur un mode réactif ne permettent pas d'anticiper, donc ce n'est pas quelque chose de très efficace. Alors, les thèmes de cette SRM, connaissance des parties prenantes, information des parties prenantes, vous voyez la notion de dialogue de proximité, plan d'action sociétale, parce qu'il ne faut pas rester assis dans son fauteuil, il faut être proactif, cadre de partenariat, et enfin valorisation des actions sociétales. Donc tout ça mène à dire qu'une entreprise doit mettre en place des règles éthiques, qui peuvent avoir n'importe quel nom, mais servir le mieux les intérêts des actionnaires n'est plus suffisant. Il faut également accepter une responsabilité sociétale élargie à toutes les parties prenantes. La démarche éthique dans une entreprise a bien sûr une double valeur. Elle a une valeur à l'intérieur de l'entreprise. Elle est structurante dans l'entreprise et elle contribue à créer une sorte de culture d'entreprise. Ce n'est pas un mot qui est très, très apprécié, mais chaque entreprise a, compte tenu de l'activité qu'elle a, sa propre culture parce qu'elle doit faire face à des problèmes qui sont des problèmes spécifiques à son activité. Et vis-à-vis de l'extérieur de l'entreprise, elle est démonstrative et dans le fond, elle vise à obtenir ce que les Américains appellent l'autorisation de travailler. Je ne sais plus quel est le terme anglais, mais enfin... pardon? Yeah, c'est ça. Exactement. La license to operate. Donc, il y a un certain nombre de règles de référence qui peuvent être mises en place. Il
il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a les principes de l'Organisation internationale du travail, il y a les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des multinationales et les principes du Global Compact. Vous voyez donc qu'il y a toute une série de règles qui ont été mises en place par des organisations plus ou moins internationales pour cadrer l'éthique ou la façon dont les entreprises apprennent l'éthique. Alors là, deux planches, je crois, sur le Global Compact, parce que c'est quelque chose qui a été lancé par Kofi Annan et qui a maintenant un nombre d'adhérents tout à fait important. Voilà. Le pacte mondial, ou Global Compact, si on parle français ou anglais, demande aux entreprises de respecter un certain nombre de points. D'abord, 2 points relatifs aux droits de l'homme, promouvoir et respecter les droits de l'homme et veiller à ne pas se rendre complice de violations des droits de l'homme. Alors au début, il faut bien voir qu'il y a écrit dans leur sphère d'influence. On ne demande pas aux entreprises d'intervenir dans ce qui ne les regarde pas. Conditions de travail, bon, ce sont les règles de l'OIT. Environnement, l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement, prendre des initiatives afin de promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement. Ça, c'est pour les entreprises une façon de trouver des méthodes pour leur activité qui sont plus respectueuses de l'environnement. Et c'est donc les technologies respectueuses de l'environnement. Et enfin, la lutte contre la corruption, sous toutes les formes, y compris l'extorsion de fonds. Ça, c'est quand même un point qui est difficile pour les entreprises qui travaillent dans certains pays, et éviter les pots de vin. Alors, ce colloque est organisé par le CNISF. Il faut savoir que le CNISF a mis en place une charte d'éthique de l'ingénieur qui se trouve dans les documents qui vous ont été remis. Et ça montre bien que toutes les organisations, y compris des organisations qui sont des organisations de réflexion plus qu'autre chose, sont amenées à mettre en place des règles éthiques. Voilà, alors j'interviens dans le cadre de Total Professeur Associés. Qu'est-ce que c'est que Total Professeur Associés? C'est une association de loi de 1901 qui a été créée par des anciens salariés de Total de façon à aider à apprendre et comprendre le monde pétrolier et qui est en relation avec un certain nombre d'institutions de formation en France et à l'étranger, de façon à passer ce message. Je vous remercie de votre attention. Je pense que M. Nicolai va reprendre la parole.